L'écologie du sol est une discipline qui s'intéresse aux interactions entre organismes du sol et entre les composantes biotiques et abiotiques du sol. C'est une science qui intègre différentes disciplines selon qu'on s'intéresse à l'écologie des populations et des communautés ou aux aspects plus fonctionnels autour des cycles biogéochimiques ou plus spécialement à ce qui se passe autour des racines et dans la rhizosphère. Pour ma part, je vais consacrer mon propos ici aux interactions entre les organismes qui sont considérés comme bénéfiques et aux conséquences de ces organismes sur le fonctionnement de l'écosystème et plus particulièrement ici de l'agrosystème. Comme organismes bénéfiques, je parlerai ici des micro-organismes et des organismes de la faune du sol, comme les vers de terre ou certains nématodes bactérivores qui vont avoir un rôle important sur les flux de nutriments et sur la croissance des plantes. C'est une discipline relativement jeune, puisqu'elle date approximativement de la fin du XIXe siècle et des travaux de Charles Darwin sur les vers de terre. En effet, Charles Darwin avait montré la grande importance des vers de terre vis-à-vis de la fertilité des sols et de son importance en agriculture. Malheureusement, dans les pays industrialisés, l'évolution plutôt chimique de l'agriculture, au détriment de l'agriculture organique, a progressivement transféré l'écologie du sol dans les milieux naturels, délaissant les milieux cultivés. Ce phénomène s'est encore accru à la fin du XXe siècle avec la Révolution verte et le développement de l'agriculture productiviste. Dans les milieux cultivés, la compréhension des relations sol-plante s'est principalement focalisée sur les organismes symbiotiques, mais peu sur le rôle de ces organismes libres considérés comme bénéfiques. On peut constater par exemple la quasi-absence de spécialistes de vers de terre à l'INRA à la fin des années 90, situation qui a bien changé depuis. A l'inverse, dans les pays les moins avancés des zones tropicales, l'écologie du sol, dans les milieux cultivés, a continué à se développer et à apporter des connaissances considérables. Par exemple, dans les années 80 et 90, de nombreux projets sur le fonctionnement des sols tropicaux cultivés ont vu le jour. Je citerai ici quelques exemples. Le projet européen Macrofauna, coordonné par Patrick Lavelle, ou encore le programme Biofonctionnement des sols tropicaux, porté à l'IRD par Christian Feller, mais aussi à une échelle internationale et de plus grande ampleur, le programme TSBF, Tropical Soil Biology and Fertility, fortement lié au grand centre de recherche agronomique et qui n'a pas eu son équivalent dans les milieux tempérés ou méditerranéens. Ces travaux ont vraiment permis une avancée considérable de cette discipline et principalement de son application dans les milieux cultivés, soulignant l'importance de ces organismes du sol vis-à-vis de la fertilité. Avec l'apparition relativement récente de l'agroécologie, l'agriculture cherche à mieux intégrer toutes les composantes de l'agrosystème. Récemment, la science du sol, et plus particulièrement l'écologie du sol, ont retrouvé un regain d'intérêt dans les formations agronomiques, ce qui en est attesté par des formations dédiées et des recrutements récents d'enseignants-chercheurs spécialistes en écologie du sol dans les écoles supérieures d'agronomie en France. Ce regain d'intérêt pour l'écologie du sol s'est fait conjointement par rapport à trois évolutions globales majeures. Tout d'abord la transition agroécologique, comme on l'a déjà évoqué, mais également des questions importantes des services écosystémiques et du changement climatique. En effet, ces changements ont donné ou redonné une place centrale au sol et à son fonctionnement écologique. Le sol n'apparaît plus comme un simple support de culture et il est de plus capable de stocker du carbone pour limiter le réchauffement climatique. La biodiversité du sol et les processus écologiques du sol ou à l'interface sol-plante sont reconnus pour pouvoir répondre aux différents services attendus par les agrosystèmes, qui sont parfois appelés aussi des services agrosystémiques, que ce soit les services d'approvisionnement en lien avec la fertilité ou les services de régulation tels que la séquestration du carbone, le recyclage des nutriments, le contrôle de l'érosion ou la qualité de l'eau. Toutes ces questions d'actualité, en lien avec des enjeux planétaires, trouvent des réponses dans la connaissance du fonctionnement écologique des sols. Récemment,
les politiques et les médias se sont également accaparés ces notions et de très nombreux outils de vulgarisation sur les sols et la biodiversité des sols ont vu le jour. Citons par exemple les récents atlas européens et mondiaux de la biodiversité des sols. À un niveau plus international, les chercheurs sont également mobilisés et se sont organisés pour aboutir à la création de la Global Soil Biodiversity Initiative, dont la première conférence internationale s'est tenue à Dijon en décembre 2014, avec l'objectif de synthétiser et de stimuler des recherches sur les liens entre la biodiversité des sols et les services écosystémiques. L'écologie du sol peut et doit accompagner cette transition agroécologique. Pour cela, différentes évolutions doivent être opérées, principalement d'un point de vue interdisciplinaire. En généralisant à outrance, ces évolutions ne sont pas du même ordre dans les agrosystèmes du Nord et dans les agrosystèmes du Sud. L'agriculture du Nord, hautement productiviste dans un passé récent, doit effectivement faire face, premièrement, à des situations agricoles caractérisées par des sols contenant peu de matière organique, une biodiversité assez faible, des plantes sélectionnées sur leur capacité à répondre à des apports d'intrants chimiques, et secondairement, à un contexte socio-économico-technique peu préparé à cette révolution. En revanche, dans les agricultures du Sud, moins intensives, l'agriculture dominante, familiale, a conservé un maximum ou un minimum de ressources naturelles et un savoir-faire qui va permettre certainement une adaptation plus rapide. Dans ce cadre, l'écologie du sol doit à la fois faire progresser ses connaissances, mais également, et c'est le plus ardu et la raison d'être de cette école chercheur, les développer en concertation avec d'autres disciplines de la sphère agronomique. Les enjeux sont énormes, mais nécessaires. D'un point de vue disciplinaire, de très nombreuses questions restent en suspens pour comprendre, et oserais-je même dire piloter, le fonctionnement complexe du sol. Récemment, en lien avec ce regain d'intérêt pour l'écologie du sol, de nombreuses synthèses et méta-analyses ont été publiées dans la littérature pour faire le point sur nos connaissances actuelles et identifier les verrous scientifiques. Les questions scientifiques sont de trois ordres principaux. Premièrement, comprendre la biodiversité des sols, les assemblages d'espèces, les réseaux trophiques, les réponses des communautés à des pratiques agricoles. Deuxièmement, comprendre les fonctions réalisées par ces organismes du sol. Et troisièmement, malheureusement encore à un stade embryonnaire, valoriser et gérer cette biodiversité. D'un point de vue disciplinaire, les recherches actuelles se concentrent sur les deux premiers points en se focalisant sur les groupes fonctionnels d'organismes. Dans la relation biodiversité-fonctionnement de l'écosystème, qui intéresse l'écologie et de fait l'agronomie, plus que la richesse spécifique, c'est le nombre de groupes fonctionnels et la complémentarité entre ces groupes qui importent les chercheurs. Reste à définir ce que sont ces groupes fonctionnels, comment on peut les caractériser et les identifier, connaître les déterminants des assemblages et connaître les fonctions, connaître l'importance d'un organisme vis-à-vis d'une fonction donnée et les relations d'un organisme avec les autres groupes fonctionnels. En écologie du sol, les chercheurs définissent généralement quelques groupes fonctionnels qui sont les décomposeurs, essentiellement représentés par les micro-organismes, les micro-régulateurs, essentiellement représentés par les protozoaires et les nématodes libres, les ingénieurs du sol et de la litière, comme les vers de terre ou les fourmis, les termites, les prédateurs et enfin les bioagresseurs. De très nombreuses études s'intéressent actuellement à ces groupes fonctionnels et donc principalement à leurs interactions et aux conséquences de ces assemblages sur les fonctions écologiques. Les travaux en écologie du sol examinent généralement l'impact des organismes du sol sur 4 grandes fonctions écologiques du sol, qui sont la dynamique des matières carbonées, le recyclage des nutriments, le maintien de la structure des sols et la régulation des populations de pathogènes et de bioagresseurs, ces fonctions étant à la base de la plupart des services agrosystémiques. La prise en compte des activités des organismes
et plus particulièrement des interactions entre les groupes fonctionnels vis-à-vis de ces fonctions, constitue l'essentiel des recherches actuelles en écologie du sol. La conjonction de l'écologie du sol et de l'agronomie constitue un autre enjeu et d'autres activités de recherche. Elle nécessite notamment des approches interdisciplinaires et la prise en compte des pratiques agricoles sur le fonctionnement du sol. Dans un passé récent, une attention particulière a été donnée à l'impact des pratiques culturales sur les communautés d'organismes du sol, et de nombreuses études ont été menées pour montrer que les pratiques agroécologiques permettaient une plus grande biodiversité du sol, avec cette hypothèse en partie fondée qu'un sol plus diversifié est plus performant. Les organismes du sol, en tout cas certains, comme les vers de terre ou les nématodes libres, ont alors été considérés comme de bons indicateurs de qualité de l'agrosystème. Les études se sont également attachées à suivre la cinétique d'évolution de ces communautés d'organismes lors de la transition agroécologique pour connaître à la fois l'amplitude et la vitesse des changements opérés. D'un point de vue plus fonctionnel, de nombreuses recherches actuelles cherchent à comprendre les liens entre la diversité souterraine et la diversité aérienne. L'une des premières questions qui se posent est de savoir s'il existe une relation entre ces deux diversités. En effet, l'agroécologie s'intéresse entre autres à la diversification végétale, partant de l'hypothèse, là encore en partie fondée, qu'une plus grande diversité de plantes ou de variétés va améliorer le fonctionnement du système. Ces pratiques proviennent d'études écologiques sur ces relations biodiversité végétale, fonctionnement de l'écosystème. Pourtant, nombre de ces études écologiques ont été menées dans un cadre expérimental où les organismes du sol sont absents ou, en tout cas, pas pris en compte. On peut raisonnablement penser, au vu des données scientifiques, que la croissance d'une plante, d'une part, et que la relation entre plantes, d'autre part, dépendent en grande partie des liens avec les organismes du sol et leurs activités. Pour exemple, je pense à une étude réalisée récemment dans notre équipe où nous avons montré que la compétition entre une graminée et une légumineuse disparaissait en présence de vers de terre en raison d'une plus grande quantité de nutriments disponibles. Les organismes du sol peuvent donc participer au succès de la communauté plutôt qu'à une ou quelques-unes des espèces de la communauté dans un contexte d'intrants chimiques plus limité. Il paraît donc nécessaire qu'agronomes et écologues du sol prennent en compte ces interactions entre diversité aérienne et diversité souterraine pour mieux comprendre le fonctionnement du système sol-plante. Dans le même contexte, la sélection variétale réalisée ces dernières années s'est faite principalement pour optimiser la croissance des plantes en présence de fertilisants ou pour favoriser la résistance des plantes aux bioagresseurs. Là encore, ces sélections ont été réalisées indépendamment de la biodiversité du sol et ont mis de côté les évolutions de plusieurs millions d'années entre les plantes et les organismes du sol. Repenser la sélection dans un cadre agroécologique nécessite de revisiter ces interactions entre plantes et organismes du sol. Par exemple, des études récentes menées à Madagascar ont montré que des variétés de riz réagissaient très différemment, positivement, négativement ou de façon neutre, à la présence de nématodes bactérivores ou de vers de terre. Une autre étude a montré également que la résistance d'une variété de riz à une maladie fongique, la périculariose, était améliorée par la présence de nématodes bactérivores et ou de vers de terre. Repenser les liens entre plantes et organismes du sol vis-à-vis de ces caractéristiques évolutives rejoint le concept d'agroécologie évolutive ou agriculture darwinienne défini par Jacob Weiner en 2010 au sujet de la sélection variétale qui devrait plutôt viser une sélection de groupe pour lutter contre les adventices. Mon propos est surtout d'insister sur le fait que parallèlement aux théories écologiques, les théories évolutives s'insèrent également depuis peu dans l'agroécologie.
Un deuxième développement interdisciplinaire est celui qui relie de plus en plus fortement l'écologie du sol et les sciences sociales. En effet, la demande de connaissance du sol par les agriculteurs est croissante et il est nécessaire de leur fournir à la fois des informations et des outils permettant de juger de la qualité de leur sol. L'écologie du sol doit donc être en mesure de proposer des outils simples d'utilisation, peu onéreux, mais qui indiquent précisément à l'agriculteur si ces pratiques sont durables ou non. Enfin, et pour terminer cet exposé, il est nécessaire d'évoquer la délicate question de la gestion de la biodiversité du sol en agriculture. Comme on l'a vu plus tôt, les pratiques agricoles actuelles cherchent à accroître la biodiversité du sol, mais l'un des challenges de l'agroécologie sera également de manipuler les organismes du sol pour améliorer certaines fonctions. Cette biofertilisation raisonnée ou intelligente doit viser la restauration de certaines fonctions clés du sol et ne pas se limiter aux organismes symbiotiques comme les mycorhizes ou les rhizobiomes, mais bien viser tous les groupes fonctionnels du sol. Il y a donc tout un pan de la recherche qui se tourne vers les conditions, contraintes et potentialités de cette biofertilisation raisonnée. Les questions concernent notamment la modification des fonctions écologiques suite à des changements dans la diversité spécifique, mettant en avant la théorie des réseaux trophiques et considérant à la fois la diversité horizontale au sein d'un même niveau trophique ou la diversité verticale entre des niveaux trophiques qui ont des conséquences différentes sur les fonctions écologiques. Certains voient alors l'agriculture comme une forme d'ingénierie écologique ou d'écologie appliquée, mais ceci nécessite là encore des études interdisciplinaires intégrant des questions écologiques, mais aussi sociales et économiques. Pour conclure sur ces aspects, on peut raisonnablement penser que l'écologie du sol a beaucoup à apporter à l'agroécologie, et bien entendu inversement. L'enjeu est grand, mais les difficultés importantes. Le sol, lorsqu'il est bien vivant, comme c'est le cas dans les sols gérés de façon agroécologique, présente un fonctionnement particulièrement complexe qu'il faut à la fois comprendre, simplifier, mais surtout optimiser afin d'en utiliser tout le potentiel. On n'a pas évoqué ici la nécessité de développer la modélisation afin de comprendre ce fonctionnement particulièrement complexe, mais des pistes de recherche suivent cette voie. Voilà en guise de conclusion les avancées récentes dans diverses disciplines, et pas seulement en écologie du sol, permettent de poser de nouvelles hypothèses très excitantes pour accroître la durabilité des systèmes agricoles en conservant la production, l'environnement et en améliorant le niveau de vie des agriculteurs. Et je suis très stimulé par cette participation à cette école chercheur. À très bientôt.